Bonsoir les amis, il est un peu tard, c'est un décor inhabituel, mais j'ai essayé de vous tourner la vidéo dans la nature. Il y avait tellement de moustiques, je me suis tellement fait défoncer par les moustiques, j'en ai même avalé un. Donc je vous la fais en centre-ville, parce que je préfère faire là-bas que chez moi. Je vous parle de Mad Max Furiosa. Alors la critique est 100% spoilers, parce que ce serait très compliqué de vous donner mon avis sans spoiler sur ce film. Et je vais commencer par vous parler des anciens Mad Max brièvement, en vous disant que mon Mad Max préféré reste le tout premier, puisque Mad Max 1, contrairement aux autres, c'est pas du post-apocalyptique, c'est du pré-apocalyptique. C'est-à-dire on est aux dernières heures de l'humanité telle qu'on la connaît. C'est un film qui pourrait se passer aujourd'hui en Australie, avec très peu de moyens, et c'est un film policier. Et c'est un film policier qui contient très peu de violence, mais quelques scènes choc. Et surtout Mel Gibson. Il n'y a personne meilleur que Mel Gibson en tant que Mad Max. C'est un film donc qui est profondément actuel, qui me fait penser d'ailleurs à Civil War d'une certaine manière. Mad Max le défi, c'est le film culte que tout le monde connaît. J'ai rien à redire dessus, si ce n'est que c'est censé se passer quelques années après, mais on a l'impression que c'est vraiment de nombreuses années après, de nombreuses décennies. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne. Le troisième Mad Max, Au-delà du Dôme du Tonnerre, avec, je crois que ça va être Tina Turner. Là, pour moi, on est sur de la fantaisie, à la limite du nanar italien, façon nanar italien, du style 2019 après la chute de la fin du monde. J'en avais parlé sur la chaîne de ce film d'ailleurs. Voilà, donc la première trilogie, ça reste les deux premiers Mad Max qui sont exceptionnels, en particulier le premier. Mais ça n'a absolument rien à voir avec Mad Max Fury Road. Et Fury Road, pour moi, même si en réalité il est dans la continuité scénaristique des trois premiers, pour moi Fury Road, c'est le début d'une nouvelle trilogie, d'une nouvelle saga Mad Max. Pour moi, c'est un reboot. Je sais que c'est pas forcément considéré comme un reboot, mais pour moi, ça l'est, parce que c'est beaucoup trop incohérent avec les trois premiers Mad Max. Outre le changement de casting pour Mad Max, l'ambiance n'est plus du tout la même. Pour moi, Mad Max Fury Road, avec ses méchants iconiques comme Immortan Joe, on est plus sur quasiment un film de super-héros post-apocalyptique qu'un film policier comme le premier Mad Max, où on va dire une critique sociopolitique de notre époque. Fury Road, c'est un comic book movie pour moi. Alors, Fury Road, à sa sortie, je l'ai vu au cinéma, j'ai pas compris l'engouement. Certes, le film est excellent techniquement, mais j'ai trouvé l'histoire assez ennuyeuse, je vous le dis comme je l'ai ressenti, et je l'ai revu une deuxième fois pour me faire un autre avis, et j'ai toujours le même avis. Je trouve l'histoire ennuyeuse, les personnages pas du tout attachants. Le film n'est sauvé que par son aspect technique pour moi. Alors oui, c'est vrai que je déteste Charlize Theron pour plein de raisons que je ne mentionnerai pas dans cette vidéo, sinon ce serait une vidéo contre le wokisme, mais je déteste Charlize Theron, humainement et en tant qu'actrice. Certes, elle joue très bien, mais dans Mad Max Fury Road, elle aurait pu être remplacée par n'importe quelle actrice. Mais c'est pas la seule raison qui fait que Fury Road, je le trouve un peu surcoté. Il y a aussi Tom Hardy, que je trouve pas convaincant dans le rôle. Tom Hardy, je trouve qu'il est à peine au-dessus de son rôle dans Venom, mais on est très très loin de Bane dans The Dark Knight Rises, ou d'autres interprétations exceptionnelles comme dans la série Taboo. Mais vraiment, Tom Hardy, je vous le dis, il est pas bon en Mad Max. C'est pas que c'est un mauvais acteur, c'est un très bon acteur. Mais on le sent pas investi dans le rôle. Et ça, pour moi, c'était omniprésent. Ça, plus le fait que Furiosa, on nous la vende comme un perso mythique à la hauteur de Mad Max, alors que je n'ai aucun attachement pour ce perso dans Fury Road, mais aucun. Enfin, c'est juste une femme qui libère d'autres femmes. Bon, il y en a, ça aurait pu être n'importe quel perso. Ben, on nous a vendu ce film comme le film de la décennie. C'est le film de la décennie sur un aspect, l'aspect technique, la réalisation. Là, je suis d'accord. Oui, Mad Max Fury Road est même supérieur à Furiosa.
Oui, c'était une claque technique parce que quand on sait qu'il n'y a quasiment pas de fond vert, il y en a quand même, faut pas abuser, mais il y en a très peu. Oui, c'est une claque technique, c'est vrai. Est-ce que on doit en conclure qu'un film est un chef-d'œuvre uniquement par sa réalisation? Bah, c'est un peu comme Dune en fait. Dune, alors j'ai pas lu les romans de Frank Herbert et honnêtement ça m'intéresse pas de les lire, moi je suis plutôt Tolkien. C'est pas du tout le même univers, mais voilà, Dune, les romans m'intéressent pas plus que ça. Mais le Dune de Denis Villeneuve, pour moi, n'est sauvé que par sa réalisation. Certainement pas par Timothée Chalamet, Zendaya ou le reste du casting, même s'il y a d'excellents acteurs. Eh bien, Mad Max Fury Road, c'est pareil. C'est un film qui, pour moi, n'est sauvé que par une technique implacable, impressionnante. Et quand je regarde Mad Max Fury Road, je suis obligé de faire abstraction du scénario et des personnages pour pouvoir l'apprécier. Ce qui est un problème quand on regarde un film. Eh bien, tout ce que je vous dis là, c'est exactement l'inverse pour Furiosa. Furiosa, certes, il y a plus de fond vert. La technique est peut-être un peu moins impressionnante, mais attention, quand on dit un peu moins impressionnant, ça reste quand même très impressionnant. Il y a beaucoup de cascades qui sont très bien faites. C'est pas du tout le problème. En plus, 2 h 30 presque le film. Visuellement, ça reste époustouflant. Mais je pense que les gens sont un peu trop exigeants aujourd'hui. Ils veulent des films époustouflants et sans aucun fond vert. C'est très rare ça. Il n'y a que Tom Cruise ou George Miller. Et encore, là, George Miller, il utilise des fonds verts et même dans les Missions Impossibles, il y a du fond vert aussi. Donc, faut pas être trop exigeant, les gens. C'est pas parce qu'il y a un peu plus de fond vert que dans Fury Road et qu'il y a un peu moins d'effets spéciaux pratiques que ça en fait un film moins bien. Ça reste du très haut niveau, largement supérieur à d'autres productions actuelles. Mais là où sur Fury Road, je ne m'étais pas attaché au perso, eh bien là, Furiosa, jouée par Alayla Brown et Anya Taylor-Joy, parce que oui, c'est la surprise du film, on ne voit pas que Anya Taylor-Joy, on voit une jeune actrice qui s'appelle Alayla Brown, qui fait Furiosa jeune pendant les 3/4 d'heure du début. Ces deux actrices sont tellement sublimes visuellement, elles ont tellement un visage d'ange, elles ont tellement d'innocence que les voir lentement se transformer en femme ultra badass, parfois même cruelle, voire ultra cruelle, quand on voit la fin de Furiosa avec le sort que réserve Furiosa à Dementus, donc joué par Chris Hemsworth, qui est le méchant de ce film-là. Il commence à y avoir beaucoup de monde, donc je vais faire une petite pause. Voilà, je reprends parce qu'il y avait toute une vague de touristes qui parlaient catalan et on n'aurait rien entendu dans la vidéo. Donc je disais, le paradoxe de voir ce visage angélique des deux actrices qui jouent Furiosa, de les voir évoluer tout en étant très attachantes, de voir leur origin story. Donc on apprend que Furiosa était dans un des rares endroits au monde où il restait de la verdure, en Australie, parce que tout ça se passe en Australie bien sûr. Et donc elle a été arrachée à sa famille, enlevée par Dementus, joué par Chris Hemsworth, qui fait le méchant psychopathe grandiloquent de ce film, et essayer de tout faire pour rentrer chez elle, être sauvée par sa mère, qui finalement va se faire capturer et va se faire torturer et tuer sous ses yeux, et elle qui va être adoptée un peu comme la fille du psychopathe en chef de ce film, qui ne va jamais rentrer chez elle, de voir tout ce background et surtout de la voir petit à petit s'endurcir, je trouve ça exceptionnel en émotion, mais particulièrement parce que c'est Anya Taylor-Joy et qu'elle le joue à la perfection. Et pour moi, elle est digne d'un Oscar. Oui, elle est digne d'un Oscar parce que quand on voit tous les efforts qu'elle a fait, non seulement elle a fait des cascades elle-même, pas toutes, mais elle en a fait certaines. Euh, le fait que George Miller ne lui ait donné presque aucun dialogue. Et ça, c'est une idée extrêmement intelligente. Ça renforce l'aura badass du personnage. Et quand elle parle, c'est pas pour rien, c'est pour dire des choses intelligentes et intéressantes. Le fait qu'on la voit petit à petit s'endurcir jusqu'à devenir très cruelle avec la fin donc qu'elle réserve à Chris Hemsworth, en gros,
elle lui plante une graine dans le ventre et un arbre pousse dans son corps alors que lui est toujours vivant. Donc, c'est vous dire la cruauté. De la voir être innocente, pure au début du film et de la voir être extrêmement cruelle et sans pitié à la fin, tout ce développement est exceptionnel. Mais vraiment, l'écriture de Furiosa est exceptionnelle dans le film. Ce qui n'est pas le cas du méchant Dementus joué par Chris Hemsworth. C'est pas qu'il est mauvais, c'est que je ne peux pas m'empêcher, quand je vois Chris Hemsworth, de penser à Thor, Avengers Endgame et Thor Love and Thunder. Et pour moi, ça a tué une partie de sa crédibilité de nous montrer le Thor fat qui boit des bières et qui s'amuse avec sa hache, ou le Thor baba cool un peu junkie dans Thor Love and Thunder. Et maintenant, quand je vois Chris Hemsworth, j'ai du mal à le prendre au sérieux. Pour moi, son meilleur rôle de sa carrière, c'est dans Rush de Ron Howard. Et le rôle où il est le plus flippant, c'est dans Saltan à l'hôtel El Royal de Drew Goddard, je crois. Je vous conseille le film. Là, pour le coup, il y a une espèce de vibe Charles Manson qui se dégage de son interprétation. Mais dans ce film-là, dans Mad Max Furiosa, le personnage de Dementus est un pseudo Immortanjo en moins bien. Heureusement, on ne le voit pas pendant tout le film et on va la voir, elle, avec l'acteur Tom Burke qui fait Jack, qui aurait pu être Mad Max, parce que lui, pour le coup, il collait parfaitement au design de Mad Max, et j'aurais bien aimé que ce soit Mad Max. On va la voir petit à petit, alors qu'elle est traumatisée, alors qu'elle est effarouchée, elle ne laisse personne l'approcher. On va la voir se laisser volontairement apprivoiser par Jack, avec qui elle va avoir une romance, et voir laisser paraître son côté vulnérable. J'ai trouvé ça excellent. C'est furieux parce que il y a du sang, il y a de la sueur, il y a de la torture, il y a de la folie. Le design les costumes des persos sont excellents, en particulier l'espèce de prêtre avec ses cornes noires. C'est génial. On a Petro City. C'est la même chose que dans Mad Max Le Défi. Vous savez, cette ville avec du carburant que tout le monde essaye de rallier pour pouvoir mettre la main sur le carburant. Et on apprend qu'il y a d'autres places fortes, comme le moulin à balles, et il y en a encore une quatrième de place forte. Ça, j'ai trouvé excellent, ça aussi. Et on sent que le film essaye de faire beaucoup d'allusions à Mad Max Le Défi et à l'ancienne trilogie. Et à un moment donné du film, vers les 2/3, vers les 3/4 du film, il y a un dialogue qui est excellent. C'est George Miller qui l'écrit, et je ne sais pas qui est le narrateur, parce que je l'ai écouté en français. Euh, En gros, il nous dit la guerre n'a jamais cessé. Et là, il nous fait la liste un petit peu de toutes les guerres qu'il y a eu au cours de l'histoire. Mais on remonte à l'Antiquité et on va jusqu'aux guerres récentes, la guerre des 6 jours, la guerre des 2 roses, la première guerre, deuxième guerre mondiale, troisième guerre mondiale. Et on sait qu'on est très très proche d'une troisième guerre mondiale, on ne va pas se mentir. Et j'ai trouvé ça génial de nous faire ces petits rappels historiques pour ancrer le film dans l'histoire. Et pour le coup, ce Mad Max Furiosa est un peu plus ancré dans le réel, pas beaucoup plus, hein, mais un peu plus ancré dans le réel que Fury Road, même si on n'a pas le réalisme du scénario qu'on pouvait avoir sur le premier Mad Max ou même sur le deuxième Mad Max. Ça reste pour moi un comic book movie. Ça a l'air d'un comic book movie, hein, ce n'est pas issu d'un comic book. Vous avez bien compris ce que je dis, c'est le style que ça a un style de comic book movie, mais je le trouve très largement supérieur parce que ce film a du cœur. Il a du cœur au niveau de ses personnages, de l'attachement, il y a de l'émotion. Ce que je ne trouvais pas dans Fury Road, de l'émotion. Et pour moi, c'est extrêmement important. Il faut certes qu'il y ait un bon aspect technique de réalisation, mais il faut aussi qu'il y ait des personnages attachants et une interprétation excellente. Et j'ai trouvé tout ça, même s'il est un peu en deçà de Fury Road. Franchement, pour moi, c'est pas grave du tout. L'aspect technique, ça passe après. J'ai ce que je voulais, et même plus que ça. Et ça me prouve définitivement que Anya Taylor-Joy est une très grande actrice et que dans les prochaines années, elle va avoir un Oscar. Ça n'est qu'une question de temps. De toute façon, elle a déjà eu un Golden Globe pour Le Jeu de la Dame, la mini-série. Donc j'espère qu'elle va être nommée à l'Oscar. Elle le mériterait amplement pour son rôle parce qu'elle s'est donnée à fond. Et de voir parce que pour moi je la trouve sublime, Anya Taylor-Joy, de voir une telle beauté, une telle grâce sur le visage. Ouais, on est dans un quartier un peu craignos.
Ouais, on est un peu craignos là. Ouais, on est dans un quartier où il y a du deal de drogue, hein, donc soyez pas étonnés si vous entendez crier. Donc, de voir ce visage angélique, cette grâce, cette classe de Anya Taylor-Joy, salie par la crasse, la sueur, la boue, la suie, la graisse de moteur, pour moi, il y a quelque chose de grandiose dans ce film. Voilà, il y a du sublime qui tutoie la barbarie, ce que je n'avais pas trouvé dans le précédent. Et le générique de fin fait habilement le lien avec Fury Road, puisque la scène finale de ce Furiosa, c'est le début de Mad Max Fury Road, puisque la scène finale, elle entre dans la chambre où il y a toutes les épouses de Immortan Joe, toutes les pondeuses, les mères pondeuses. Euh, fait une petite dédicace à la GPA, hein, clairement. C'est clairement de la gestation pour autrui. Donc toutes les mères porteuses qui voient leur bébé difforme, ben, c'est la fin de ce film et c'est le début de Mad Max Fury Road. Et ensuite, on a des images de Fury Road, des séquences où on retrouve Charlize Theron, on retrouve Tom Hardy, on retrouve même Nicolas Hoult qui faisait un des War Boys. Donc c'est un enchaînement, il y a pas d'événement entre ce Furiosa et Fury Road, c'est un enchaînement, c'est vraiment le segment qui manquait. Et maintenant, on va avoir un prochain Mad Max qui devrait s'appeler The Wasteland et qui serait centré sur Mad Max. D'ailleurs, Mad Max, on le voit dans ce film, ça n'est pas Tom Hardy, on le voit de haut et on le voit de dos à côté de sa voiture, je crois que c'est Interceptor sa voiture, et on le voit en train de manger ou en train de regarder avec les jumelles, j'ai pas bien compris, mais on le voit de dos et de haut, vu par drone, et il est en train d'observer la citadelle et il est en train d'observer tout ce manège avec Furiosa, tout le monde à ses trousses. Donc oui, c'est clairement une préquelle et c'est une préquelle qui est extrêmement cohérente avec Fury Road. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, Fury Road, tout comme Furiosa, n'ont rien à voir avec la première trilogie Mad Max en termes d'ambiance et en termes de cohérence scénaristique. C'est pas la même chose. C'est pas grave, ça reste de très bons films. C'est juste que mon préféré restera toujours le tout premier Mad Max et ensuite ce Furiosa pour Anya Taylor-Joy. Ensuite Mad Max le défi. Puis Mad Max Fury Road pour l'aspect technique. Et enfin Mad Max 3 au-delà du Dôme du Tonnerre qui est sympa mais très oubliable. Voilà, vous avez un peu mon classement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Je ne valide absolument pas les mauvaises critiques que peut prendre ce film, parce que c'est un énorme film. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont trop exigeants à dire ouais, il y a du fond vert. Les gars, calmez-vous. C'est normal qu'il y ait du fond vert. C'est pas un film réaliste. C'est un film avec beaucoup de choses inventées, à commencer par la citadelle et beaucoup d'autres choses. Donc c'est normal qu'il y ait du fond vert. C'est pas grave. À partir du moment où c'est bien fait, et c'est bien fait. Voilà. Donc faut pas être trop exigeant. Le cœur du scénario, il est là. L'attachement au personnage aussi. Et en plus, Tom Holkenborg a composé une très bonne bande originale. Donc pas grand chose à redire sur Furiosa, à l'exception de Dementus joué par Chris Hemsworth, qui est pas terrible. Voilà, c'est pas terrible. Mais de toute façon, on voit Immortan Joe et tous ses acolytes, y compris ses fils que l'on voyait dans Fury Road. Donc voilà, Chris Hemsworth, on doit le voir, mais on doit le voir la moitié du film seulement. C'est pas gênant et ça gâche pas le film. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Et puis, je vous répondrai. Là, je prends quelques jours ce week-end et en début de semaine prochaine. Comme ça, je pourrai répondre aux commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Passez un bon week-end. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.